C'est l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a qualifié l'annonce du retrait de l'FCM 23 d'Uvira de diversion et de jets entre père et fils. Il s'est exprimé sur France 24. Selon lui, l'FCM 23 cherchait à se présenter comme une victime devant la communauté internationale afin de masquer les violences attribuées au président rwandais Paul Kagame dans l'est de la RDC. Patrick Muyaya rejette ainsi toute crédibilité à cette annonce de retrait suivant. D'abord, nous nous sommes plutôt préoccupés par la situation des intimidations et des menaces qu'ont subies nos populations ce matin du fait justement de l'action du Rwanda à travers ces supplétifs du M23. Une manifestation de mascarade qui s'est organisée sous des coups de fouet d'intimidation sur nos populations. C'est bien cet aspect qui nous préoccupe d'abord. Pour le reste, c'est un non-événement et c'est une diversion parce que vous le savez que vous avez toujours entendu le M23 qui est en réalité le fils du Rwanda dénier, dire ne pas être concerné par le processus de Washington. Comment, alors que la pression a été de manière claire faite sur le Rwanda, vous avez suivi notamment l'ambassadeur américain pour ne parler que de lui au Conseil de sécurité. Vous avez lu le tweet du secrétaire d'État Rubio qui met la responsabilité du Rwanda devant. Mais pourquoi c'est les M23 qui doivent venir un peu comme s'offrir pour dire écoutez, c'est moi le fautif, je vais quitter Uvira. Il est évident que c'est une manœuvre qui vise à distraire les médiateurs américains qui est engagé à prendre des actions parce qu'il est évident que ce qui s'est passé à Uvira est inacceptable en regardant à la fois la résolution 2773, le processus de Doha ou les processus de Washington. Il est inacceptable que Kigali tire de missiles à partir de son territoire sur le nôtre, sur les territoires burundais. Il est irresponsable que Kigali utilise des drones kamikazes sur de cibles civiles et à Uvira, c'est plutôt les désarrois, au contraire de ce qui nous a été montré ce matin. Nous sommes dans un processus, nous sommes dans des processus, il y a le processus de Washington, il y a le processus de Doha, où c'est clair qu'on ne devrait plus, en tout cas, voir d'offensives de ce type. Et il ne faut pas oublier qu'ici, il s'agit spécifiquement du processus de Washington. Souvenez-vous que le 4 décembre, nous avons eu cette cérémonie avec le président américain. Mais juste après cette cérémonie, l'offensive s'est généralisée et il est établi par tous les rapports, y compris le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, que au moins 7000 militaires rwandais sont engagés sur le front de la RDC. C'est ce que nous attendons. Et c'est ce qui est convenu dans l'accord. Il est hors de question d'ailleurs d'analyser ces documents dans son fond parce que toutes les questions sont à table. À Washington, elles ont été résolues parce qu'il y a un accord. À Doha, il y a des discussions en cours qui vont reprendre bientôt. Et donc, j'en arrive, madame, c'est le retrait sans condition d'ailleurs de toutes les parties occupées par le Rwanda en République démocratique du Congo dans les jeux du père et du fils, le fils de l'M23, brigade avancée, et le Rwanda le père. Et donc, il est évident que pour nous, nous sommes dans une médiation. C'est pas pour rien que vous avez suivi le secrétaire d'État Rubio dire qu'ils vont prendre des mesures pour faire respecter la parole du président Trump. Alors, si vous voulez des contraintes, vous dites qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de mesures contraignantes. Mais s'il n'y avait pas ces mesures contraignantes, je ne suis pas sûr que le fils s'est donné. L'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lissy Timline, a rencontré le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Chabani Louko Bihango-Jacquemin. La rencontre a porté sur la prise de la ville d'Uvira par la FCM 23, un acte que les États-Unis considèrent comme une violation de l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda. Lissy Timline a appelé le Rwanda à respecter ses engagements et a indiqué attendre une réponse des autorités américaines face à cette violation. C'était une visite de courtoisie pour présenter les nouveaux collaborateurs au niveau de l'ambassade, mais aussi pour avoir une appréciation de la situation sécuritaire sur tout le territoire. Donc on s'est entretenu par rapport à ça. On a aussi échangé par rapport à la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa.
Et c'était pour nous une opportunité de remercier le ministre pour le dispositif sécuritaire qu'il a mis en place pour renforcer notre sécurité au niveau de l'ambassade et aussi d'échanger par rapport à l'importance d'avoir une ville calme et sûre pour nous et pour toutes les personnes qui habitent dans la ville. Donc voilà, c'était un peu le contenu et je lui ai remercié pour la collaboration pendant tout mon séjour ici. Alors, comme vous savez, les États-Unis et les plus hautes autorités américaines sont saisies de cette affaire et nous attendons une réponse des États-Unis face à les actes de Rwanda qui ont été bel et bien déclarés comme des violations de l'accord qu'ils viennent de signer. Alors, on va continuer à dialoguer avec toutes les parties prenantes et insister sur l'importance de retourner sur le cadre de négociation qui ont été installés et c'était l'endroit où les parties ont pris les engagements fermes. Donc, nous comptons sur cette structure, ce cadre qui va nous donner l'opportunité en tant que garante, en tant que médiateur, d'insister sur la mise en œuvre des engagements de chacun. Le ministre congolais de la Justice, Guillaume Ngefa, conduit la délégation de la RDC à la 11e conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption à Doha. La RDC y présente ses avancées et échange avec le Qatar lors des rencontres bilatérales suivantes. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués participants. La République démocratique du Congo remercie chaleureusement le gouvernement et le peuple de l'État du Qatar pour l'accueil de l'organisation exemplaire de cette 11e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la torture. Cette session à Doha avait une signification particulière pour notre pays. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo a fait un choix irréversible pour rompre avec l'impunité, mettre fin à la protection des puissants et restaurer l'autorité de l'État. La tolérance zéro n'est pas un slogan. Elle se traduit par des enquêtes, des poursuites et des condamnations sans considération de rang, de fonction ou d'appartenance politique. La ratification de la Convention en 2006 n'était pas symbolique. Aujourd'hui, notre pays assure la mise en œuvre effective, alignement de notre arsenal juridique sur les standards internationaux, consolidation d'institutions opérationnelles et responsables, la Cour de compte, l'Inspection générale des finances, la PRC, la CNRF, la CONASAFIC, l'UNICEF, toutes opérant sans interférence politique. L'État sénégalais renforce sa souveraineté par l'industrie de défense. Le président Bassirou Diomaye Faye a inauguré mardi une usine d'assemblage de véhicules militaires. Les chefs de l'État voient dans ce projet un signal fort en matière d'innovation et d'autonomie stratégique. Reportage. En procédant à l'inauguration de cette usine de montage de véhicules militaires, le président de la République met le Sénégal sur la dynamique de construction de sa propre industrie de défense. Un moment important qui consacre l'entrée de notre pays dans une nouvelle ère, celle de la souveraineté technologique assumée. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en engageant le Sénégal sur la voie d'une armée moderne, agile et technologiquement crédible, vous affirmez une conviction forte, à savoir la défense ne peut être dissociée de la maîtrise industrielle, surtout dans un monde traversé par des chocs géopolitiques et des ruptures strictes technologiquement rapides. Cette réalisation est d'abord le fruit d'une vision claire et affirmée, celle d'un Sénégal souverain, capable de concevoir et de produire sur son sol les équipements indispensables à la défense des intérêts nationaux. Cette orientation est le fruit d'une analyse rigoureuse,
et lucide de l'environnement géopolitique, tant au niveau sous-régional qu'international, auquel notre État est confronté. Cet environnement se caractérise par sa volatilité, notamment en Afrique de l'Ouest, où la persistance des menaces sécuritaires asymétriques, l'instabilité politique chronique et les pressions économiques externes mettent à rude épreuve la souveraineté de notre nation. Développer une capacité nationale d'assemblage de véhicules militaires est une option stratégique. Car en plus de réduire la dépendance extérieure, elle donne aux forces armées les moyens de faire face aux menaces. Mais c'est surtout un choix stratégique qui s'inscrit pleinement dans la vision que nous portons pour notre pays, à savoir une vision d'innovation et de souveraineté assumée. En effet, deux impératifs majeurs justifient la création de notre industrie de défense nationale. Le premier impératif est la réduction de la dépendance structurelle vis-à-vis de l'extérieur pour l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Et le deuxième impératif est la maîtrise de notre souveraineté, car cette dépendance désormais conjuguée à l'extrême fragilité des chaînes d'approvisionnement face aux turbulences géopolitiques mondiales crée une vulnérabilité stratégique qui peut compromettre notre liberté d'action et restreindre notre autonomie de décision. Cette usine d'assemblage de véhicules militaires est un point de départ. Le chef de l'État l'inscrit dans une dynamique de mise en œuvre d'une industrie de défense résiliente, capable de répondre aux besoins de nos forces de défense et de sécurité, tout en contribuant au développement socio-économique. C'est pourquoi je voudrais insister ici sur trois dimensions essentielles. La première, c'est que ce projet est un instrument de souveraineté. En réduisant notre dépendance et en renforçant notre autonomie de décision, nous consolidons les fondements même de notre liberté d'action. Deuxièmement, c'est un levier d'industrialisation, car l'industrie de défense est une industrie motrice qui crée des emplois qualifiés, stimule l'innovation et tire vers le haut tout le tissu économique. Et troisièmement, enfin, c'est un outil de cohésion nationale. En mobilisant les compétences locales, en insérant les jeunes dans les filières professionnelles de haut niveau, en diffusant les fruits de cette dynamique sur l'ensemble du territoire, nous construisons un socle solide pour notre avenir commun. Le Sénégal s'engage ainsi résolument sur la voie de la souveraineté technologique et industrielle dans le domaine de la défense. C'est le message clair que le président Bassirou Diomaye Faye a voulu envoyer à travers l'inauguration de cette importante infrastructure. C'est tout pour l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur l'actualité.